Dans ce podcast, nous voulons mettre en valeur les parcours scolaires atypiques pour mieux comprendre le vécu des élèves et de leurs familles, puis surtout de montrer sous un jour positif que même avec des difficultés ou des troubles d'apprentissage, c'est possible de réussir. Je m'appelle Eugénie Petit-Lédier, je suis franco-canadienne et maman, orthopédagogue, formée à l'Université au Québec en enseignement en adaptation scolaire et sociale et depuis 2012, je travaille avec les élèves francophones à l'étranger. Plus précisément, depuis 2018, en téléorthopédagogie avec Aide-et-Or. Nous faisons voyager les pratiques d'enseignement et d'apprentissage efficaces pour permettre de mieux comprendre tous les élèves et de les amener à atteindre leur plein potentiel. Bonjour, aujourd'hui nous recevons avec nous M. Jean-Claude Petit. Alors Jean-Claude, bonjour, nous sommes heureux de savoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Eugénie. Jean-Claude, peux-tu nous dire d'où tu es? Donc moi je suis actuellement à Épernay, dans la Champagne, c'est la capitale de la Champagne, au nord de la France. Voilà, mais je suis originaire de La Rochelle, en Charente-Maritime. Merci beaucoup de participer avec nous à cet épisode de podcast sur la dyspraxie, en continuité de notre dernier épisode, d'ailleurs avec votre fils, Langis Petit. Monsieur Jean-Claude, pouvez-vous nous expliquer dans vos propres mots qu'est-ce que c'est la dyspraxie? La dyspraxie, c'est une problématique assez complexe où on a du mal à associer les gestes à la pensée. Et ce qui fait que le cerveau va beaucoup plus vite que les mains ou que les jambes. Et ce qui fait que ça pose des problématiques sur notre fonctionnement au quotidien. J'aime toujours poser la question comme ça dans ses propres mots, parce que parfois, on va aller sur Internet ou on va aller lire un livre et ce sont des définitions, ou en tout cas, qui sont un peu plus complexes. Et là, on entend parler aujourd'hui quelqu'un qui a une dyspraxie. Et c'est ce qu'on veut savoir, comment notre quotidien se passe et puis quel est le regard de la personne qui a une dyspraxie. Donc, on est vraiment très, très heureux de vous entendre aujourd'hui et d'ailleurs aussi pour parler de votre livre parce que vous en avez même écrit, rédigé un roman. Donc, est-ce que vous voulez nous en parler? Comment ça s'est fait d'écrire sur la dyspraxie? Mais l'idée d'écrire ce livre est venue au moment où moi j'ai été reconnu dyspraxique, c'est-à-dire à l'âge de 43 ans. Et j'ai été reconnu dyspraxique du fait que Langis avait été reconnu dyspraxique. Et là, j'ai trouvé quand même pas mal de points communs par rapport à ces problématiques. Et quand j'ai été reconnu dyspraxique, on m'a classé dans la catégorie des handicapés. Et donc ça, c'est un mot que j'ai toujours un peu refusé, je dirais quelque part. Oui, j'ai des problématiques, mais je ne me considère pas handicapé, je me considère différent. Et donc, la première période où, dès qu'il y a eu ce mot, j'ai voulu le matérialiser, je dirais, par des écrits, par ce côté, non, je refuse ce mot. Moi, j'ai mes qualités, mes défauts, comme tout en chacun, mais je ne me considère pas handicapé. Et donc, voilà. Et c'est de là où est nourrie ma réflexion par rapport au livre Différents. Le livre est associé aussi au rugby, qui a été ma passion et qui m'a permis aussi de grandir dans la vie et d'avoir un compagnon de vie, je dirais, très important pour moi.
Parce que lorsqu'on a un trouble d'apprentissage, donc que ce soit une dyspraxie, une dyslexie, une dysorthographie, que ce soit un trouble déficitaire de l'attention, peu importe, on a des forces, on a des intérêts et ce sont nos leviers. Donc, pour vous, lors de votre parcours scolaire jusqu'à votre vie professionnelle, vous dites que vous avez développé un épanouissement et que vous êtes réalisé avec le rugby. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Le fait qu'on soit dans un sport déjà un peu inclusif, parce que le rugby a cette qualité-là où on a besoin de tout le monde. On a besoin des grands, des petits, des courts vite, des courts pas vite, des costauds pour faire les mêlées. Et le fait que j'ai pratiqué très jeune cette activité m'a donné confiance parce que personne ne me jugeait sur mes écrits, sur ce que je pouvais dire. Et je me suis découvert une âme de leader. Donc, j'étais leader dans le bus à faire chanter les autres. Je suis devenu éducateur très tôt, à 17 ans. Et là, ça a été une vraie bascule pour moi. Et donc, toute cette âme de leader, j'ai pu la mettre au service du rugby, tout en sachant que même dans le rugby, j'ai été jugé par certaines personnes du fait d'avoir plein d'idées, du fait de partir des fois un peu dans tous les sens, mais d'avoir toujours des idées novatrices aussi. Qui sont un petit peu un trait, hein, lorsqu'on a un trouble 10, comme on dit souvent, hein, on a cette vision comme ça, soit du 3D, beaucoup d'imagination, beaucoup deviennent d'ailleurs des entrepreneurs, c'est assez connu, hein? Donc, effectivement, vous, quelle est votre profession d'ailleurs, M. Jean-Claude? Moi, je suis conseiller technique de club de rugby, c'est-à-dire que j'accompagne les clubs dans leur développement. Donc voilà. Et c'est amener des éléments pour que les clubs puissent se développer sur la partie sociétale, je dirais. Et je suis aussi formateur des entraîneurs et des éducateurs de rugby. Donc, un beau modèle comme quoi qu'avec un trouble d'apprentissage, donc même une dyspraxie que vous avez eue tout au long de votre vie, elle n'est pas apparue à 43 ans, vous l'avez eue, mais vous avez probablement compensé durant plusieurs années. Et puis, vous avez réussi à avoir votre profession, à vous développer et puis à vouloir maintenant, aujourd'hui, sensibiliser pour qu'on limite un peu tous ces commentaires peut-être négatifs ou alors qu'on comprenne mieux ces enfants-là. Est-ce que c'est bien ça que vous souhaitez faire avec votre livre? Le parcours scolaire et mon premier parcours de vie, je dirais, qui a été de travailler en usine, a été très, très compliqué. Parcours scolaire difficile, oui. Moi, j'aimais apprendre, donc c'est une force aussi, parce que quand on aime apprendre, eh ben, malgré les difficultés, on essaye de se concentrer, je dirais, on essaye de se concentrer sur ce qui nous intéresse et puis on balaye un peu ce qui nous intéresse pas. Et j'ai travaillé 20 ans en usine comme fraiseur mouliste. Alors, c'est un super métier, attention, faut pas se tromper. Mais moi, j'étais en difficulté. Un jour, j'ai fait un moule à l'envers. Et moi, j'étais en permanence en difficulté, mais ce qui me plaisait dans ce métier-là, c'était la création, c'est-à-dire qu'on faisait nous-mêmes, on créait nos moules. Donc, voilà, entre la création et la réalisation, mais moi, j'étais très en difficulté sur la réalisation. Voilà. Et donc à partir de 40 ans, j'ai changé de vie parce que j'ai été licencié et je suis parti dans le rugby. Et c'est vrai que ça m'a ouvert des portes sur ma passion et j'ai pu m'exprimer autrement et valoriser ce que je faisais, ce qui n'avait pas été le cas les 40 ans de ma vie précédente, je dirais. Il est sorti depuis 1 an? Oui, c'est ça. Il est sorti depuis 1 an sur Amazon parce que là aussi, je sais qu'en France, nous avons beaucoup d'allergiques à Amazon, mais quand j'explique pourquoi il est sorti sur Amazon, tout simplement, c'est moi, ça a été un facilitateur dans la publication de mon livre. C'est-à-dire que j'ai cherché un éditeur, je n'ai pas trouvé d'éditeur. Après, j'ai trouvé des publicateurs, c'est comme ça que c'est le mot que j'utilise, je ne sais pas comment ça s'appelle. Eux, ils font que de la publication de livres, mais il fallait avancer de l'argent, fallait gérer toute la logistique, et moi, j'étais incapable de gérer la logistique. Et il y a une personne qui m'a parlé d'Amazon, elle m'a dit, Amazon, ils publient des livres gratuitement, pas gratuitement parce qu'ils prennent
une redevance, qui est logique, hein. Mais en 3 jours, le livre, il est sur le site Amazon. Et l'autre avantage, c'est que comme Langis était au Canada, ben, il a pu l'acheter au Canada. C'est-à-dire que le livre peut s'acheter dans le monde entier. Oui, il y a un Amazon ici au Japon, il y a un Amazon dans plusieurs pays et C'est ça. effectivement, on peut les commander de manière très efficace. Le livre a cette dimension d'accompagner la société sur une sensibilisation aux troubles. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de ce qu'on retrouve dans votre rédaction? Alors, je relate mon parcours de vie. J'explique aussi que la dyspraxie, elle n'est pas liée qu'à mon parcours de vie. Je relate un peu ma famille. Donc, je parle de mes enfants, je parle de mes frères, je parle de mes parents, mais succinctement. Mais pour expliquer que moi, je pense que ma maman était dyslexique assez profonde. Je pense que mon papa était un peu dyspraxique. Je pense que j'ai un autre frère qui est... Voilà. Et j'essaye d'établir une relation sur la famille, déjà sur ces difficultés, hein. Et, euh, et puis derrière, je parle de mon parcours scolaire. Je parle aussi des difficultés pour faire reconnaître l'ANGIS à la MDPH, le parcours du combattant que ça a été pour qu'il puisse bénéficier d'un ordinateur. Ça a été relativement facile. Par contre, moi, étant donné que j'étais dyslexique, j'étais divorcé, que j'étais tout seul avec lui, dyspraxique plutôt, excusez-moi, et bien le soir, pour lui faire des devoirs, c'était très compliqué. Pour lui faire son sac, c'était très compliqué. Donc, j'avais demandé un soutien et une aide qui m'a toujours refusé, que j'ai toujours contesté. Et ça a duré à peu près 1 an et demi, 2 ans, parce que si on avait du retard, si on avait... Et au bout du compte, quand ils ont validé l'aide au soutien scolaire, c'est la période où il n'en avait plus besoin, entre guillemets, parce que c'est la période où il finissait ses études et il allait partir, et après il a pris la direction du Canada. Et donc, on a mis 2 ans et demi, mais ça a été un combat titanesque, voilà quoi. Et c'est aussi les difficultés de faire comprendre le handicap aux personnes. Moi, je me souviens par rapport à la MDPH, hein, alors oui, on a la chance d'avoir la MDPH en France, ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde, sauf qu'elle est structurée, je dirais, administrativement. Et donc, on n'est que des pions administratifs, je dirais, quelque part, quoi. Et que si on ne coche pas les cases sont déjà préformatées, et si on ne coche pas les cases, eh ben, c'est pas bon. Mais sauf que la différence fait qu'il y a des cases, des fois, on n'est pas dans ces cases, quoi. Et que c'est pas facile quand on se retrouve devant 25 personnes pour défendre le dossier de l'ANGIS. Mais c'est un vrai combat. Moi, j'ai la facilité de pouvoir m'exprimer, j'ai la facilité par le biais de mon métier, d'avoir une expérience d'orateur, entre guillemets, ce qui fait que ça ne me posait pas de problème, mais j'imagine bien que des personnes qui sont timides, qui sont en difficulté, se retrouver des fois devant 15 ou 20 personnes, c'est quand même compliqué, quoi. Tout à fait, parce que c'est un système de jury que vous devez vous déplacer pour rencontrer et témoigner de la nécessité. C'est tout à fait ça. Oui, je comprends. Plusieurs étapes, hein? Donc, pour les parents qui nous écoutent, parfois les enfants commencent avec des difficultés. Alors, ça peut être que l'enfant est en système un petit peu, ce qu'on peut dire essai-erreur, et à un moment, il y a difficulté à l'oral, à l'écrit, il y a un écart qui se creuse, on voit des retards, des difficultés scolaires qui amènent à un retard d'apprentissage et puis éventuellement, peut-être qu'on arrive à un trouble d'apprentissage qui est diagnostiqué ou non et au travers de tout ça, effectivement, qu'on passe par une série de plans d'intervention, alors à commencer par le PPRE, ensuite un PAP, puis ensuite, si on a un diagnostic, effectivement, là, on peut aller jusqu'à un PPS qui nous apporte différents types d'aménagements. C'est avec la MDPH. Vous avez quelque chose qui vous dise que vous êtes avec la MDPH? Oui, moi je suis reconnu travailleur handicapé, hein, on appelle ça la RQTH, reconnaissance de travailleur handicapé.
Donc, voilà, qui nous permet, disons, qui permet au niveau professionnel d'avoir, si on veut, des aménagements, qui permet déjà au niveau des entrepreneurs de bénéficier de réductions de charges sociales, de choses comme ça. Donc voilà, quoi. Et cette carte, je viens juste de la renouveler. Et maintenant, parce qu'à l'avant, elle était définie sur une période limitée, maintenant, je viens de la renouveler, aller jusqu'au restant de mes jours, je dirais, quelque part. Ouais, c'est tant mieux parce que ça évite de refaire des dossiers qui sont quand même très complexes. Et quelqu'un qui a déjà un trouble d'apprentissage, ces dossiers-là, c'est encore plus difficile, hein? Il y a de la lecture, il y a C'est ça, l'orientation spatiale. l'écriture, il faut écrire dans les cases. Hmm. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai ma compagne qui m'a donné un coup de main là, pour remplir ma RQTH. Elle est prof d'histoire et elle me disait, mais je suis halluciné, quoi. Elle dit, mais c'est un dossier qui est énorme à remplir, quoi. Et j'ai dit oui. Puis dès qu'il manque une virgule, donc on reçoit un courrier parce que il manque une adresse ou il manque voilà, et c'est un cheminement qui est très très long, quoi. Oui, c'est vrai que les cases, des fois, avec en plus une dyspraxie, c'est vrai qu'on a du mal à rester dans l'espace, hein? Ah ben On- oui, 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 forcément. Est-ce que vous auriez peut-être des ressources ou quel message que vous souhaiteriez passer à toutes les personnes qui s'intéressent à mieux comprendre la dyspraxie? Des ressources, ben, moi je sais que j'ai cette capacité à très vite analyser les personnes avec qui je travaille et tout pour me dire, ben, cette personne-là, elle peut m'accompagner sur ça. Cette personne-là peut m'accompagner sur ça. Cette personne-là, elle peut m'accompagner sur ça. Voilà, j'ai cette capacité à fédérer autour de moi les gens pour faire des projets, pour faire plein de choses, mais aussi quand j'ai besoin par rapport à ne serait-ce que copier, refaire euh, copier, refaire lire par rapport aux fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe, tout ça, même si Google est d'un pratique quand même important, il n'empêche que la reformulation des phrases et tout ce qui va avec, pour moi, reste compliqué. Donc, j'ai cette facilité d'aller chercher les ressources et d'utiliser les personnes sur ce que j'ai besoin, je dirais, quelque part, quoi. Euh, Par exemple, si on met les choses dans la différence, justement, je sais que 2 et 2 font 4. Par contre, ma main ne le sait pas. C'est-à-dire que quand je vais écrire 2 plus 2, je peux écrire 5, je peux écrire 3, ça ne me choquera pas. Voilà. Et que quand je vais relire 2 et 2. Pour moi, j'ai écrit 4. Je n'ai pas écrit 5 ou je n'ai pas écrit 3. Vous voyez ce que je veux dire? Et que ça, c'est des choses que l'on ne maîtrise pas. C'est vraiment des choses qui sont liées à notre différence, je dirais, quelque part. Donc, voilà. Et j'ai une autre force qui est la capacité à ne jamais être dans le présent. C'est-à-dire que moi, j'ai le cerveau qui est toujours en avance sur le temps, qui réfléchit sur la projection en permanence. C'est-à-dire que je ne pense jamais au niveau présent, je pense toujours au niveau futur. Et ça aussi, je ne peux pas le réguler. Voilà, ça fait partie des choses. Je fais une réunion. Quand je sors de la réunion, mon cerveau, il est déjà parti sur l'après, sur comment on va concevoir les choses, comment on va réaliser les choses dans 15 jours, dans 6 semaines, voilà. Et c'est une force, mais encore faut-il que maintenant je commence à maîtriser les choses et à l'expliquer aussi. Et les gens, il y a beaucoup de gens qui me regardent en disant, mais comment tu fais? Mais je dis, je sais, c'est comme ça. Voilà. Et une autre difficulté qu'on retrouve, c'est que les gens, on est dans une société où les gens veulent toujours avoir des explications rationnelles sur les choses. Moi, il n'y en a pas.
Voilà. Il n'y a pas d'explication rationnelle sur les choses. Et que je fais plein de choses sans être capable de les expliquer. Mais je trouve que quand on fait plein de choses et qu'elles sont novatrices, même si on ne les explique pas, c'est pas grave. Est-ce que vous avez déjà vécu un malaise par rapport à la dyspraxie ou est-ce que maintenant vous êtes heureux d'en parler? Comment vous le vivez maintenant? Je le vis toujours avec les hauts et les bas. C'est-à-dire que on a des périodes qui sont très hautes au niveau cérébral où le moteur, le cerveau va très vite, est toujours en action. Et il y a des périodes, les périodes où je dirais où on est entre deux, trois projets, les périodes de transition, où là, le cerveau est un peu à l'arrêt, et là, on a des périodes, moi j'ai des périodes de fatigue, j'ai des périodes un peu complexes à gérer personnellement, où je cherche justement où aller, où partir, où redynamiser le cerveau pour voilà quoi. Mais et puis il y a aussi dans les périodes, je dirais difficiles, c'est l'hyper-émotivité. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très émotif, hein, quelles que soient les structures, je pleure. Voilà, ça fait partie de moi. Que ça soit en positif, hein, il y a des fois je pleure de joie, il y a des fois je pleure de tristesse, mais j'ai une certaine fragilité à ce niveau-là. Et, euh, et donc voilà quoi. Mais globalement, je le vis de mieux en mieux parce que j'en parle de plus en plus. Maintenant, pendant longtemps, c'était quelque chose que je cachais, mais du fait de mon travail de formateur, maintenant, et du fait de mon travail tout court dans le rugby, dès que je vais voir les gens, dès que je rencontre les gens, j'explique ma problématique. Et ça aide quand même à ce que les gens portent un autre regard sur nous. Est-ce que ça serait un conseil à donner à des plus jeunes, des adolescents, des personnes en classe, par exemple, qui ont un ordinateur et qui se sentent des fois un peu gênés de l'ouvrir? Est-ce que vous conseillez, ça serait une de vos recommandations, peut-être de faire une activité en classe à ce sujet-là? Mais moi, je dis toujours, je parle de ma dyspraxie par rapport à mes problématiques. Chaque dyspraxie est différente et chacun gère sa dyspraxie comme il l'entend. Moi, je sais que le rugby m'a ouvert des portes. Je dirais aux jeunes, si vous avez des passions, mais foncez dans vos passions. Parce que je pense que c'est une valeur ajoutée sur nos pensées, dans notre structuration sociale. Je pense parce qu'on retrouve des gens qui ont le même regard que vous sur ce que vous aimez. Et ça, c'est important. Et je dirais que oui, l'ordinateur est un outil formidable pour nous, hein. Pour moi, c'est quasiment une maîtresse, je dis comme ça, mais voilà, parce que je pense qu'il m'a sauvé la vie dans ma capacité à m'exprimer. Voilà. Et, euh, et donc, moi, je parle pas d'écriture. Dans le livre, je fais référence à l'écrit-touche parce que je n'écris pas avec les mains, mais j'écris avec mon ordinateur. Quand vous dites ça, vous voulez dire, vous utilisez votre voix? Est-ce que vous enregistrez pour que l'ordinateur écrit? Pour l'instant, je n'ai pas réussi à franchir le cap. Alors, il y a déjà une première raison, c'est que je travaille beaucoup avec la musique. Moi, j'aime bien travailler avec la musique et j'avais pendant un temps le logiciel où on dicte par la parole et qui tape. Dragon? Dragon? Dragon, c'est ça. J'avais le logiciel Dragon. Et la difficulté que j'avais par rapport à ça, c'est, étant donné que j'aime travailler en musique, compliqué parce que le Dragon, il écoute la musique derrière et donc il passait les... donc voilà. Et moi, je le conseille aux personnes qui peuvent l'utiliser sans aucun souci parce que c'est vraiment très bien fait. Voilà. Mais moi, je préfère travailler avec l'écrit-touche, même si souvent de fois les mots sont déjà souvent inversés, c'est-à-dire que le cerveau va tellement vite que je commence par la première lettre et je finis par la fin du mot au milieu. Voilà quoi. D'où la difficulté qu'a rencontré mes petits doigts correcteurs. La personne, ma fiancée qui a corrigé le livre, je l'appelle les petits doigts correcteurs parce que j'ai eu la chance
que ça soit elle qui l'a corrigé parce que dans la reformulation, elle me connaissait, la reformulation des phrases, sur les fautes encore, bon, comme elle dit, il y avait des fautes tous les 3 mots, donc bon, c'est pas grave, mais c'est surtout dans la reformulation des phrases et tout qui a fait que c'était important que ça soit elle qui le corrige, quoi. C'est ça. Donc, la dyspraxie qui a effectivement des impacts lorsqu'on rédige à l'écriture dans les classes. Souvent, on va avoir des élèves qui vont écrire, oui, ça peut être par rapport à la calligraphie, la grosseur des lettres, mais pas que, effectivement, c'est aussi dans la structure des phrases. Et puis, est-ce que vous utilisez un logiciel aussi qui vous guide par rapport à… Non, non, moi je prends les ordinateurs comme ils sont et j'ai aucun outil qui m'accompagne. Maintenant, je dirais, je veux pas dire que je maîtrise parfaitement le clavier et tout ça. Non, c'est plus la capacité, mais on y revient, hein, entre les doigts et le cerveau, être connectés ensemble pour pouvoir écrire correctement. Et même ça, avec un clavier, c'est difficile parce que le cerveau va tellement vite que les doigts sont toujours en retard. Et comme je ne relis jamais ce que j'ai écrit parce que le cerveau est déjà parti sur autre chose en permanence. Euh, donc voilà quoi. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est que maintenant j'ai trouvé les personnes ressources qui m'accompagnent par rapport à ça et voilà quoi. Et ça, c'est du pur bonheur, quoi. C'est un soutien au permanent, c'est ça, c'est vraiment très, très important d'avoir des personnes qui nous accompagnent. Donc, que ce soit quand on est plus jeune, que ce soit nos parents qui nous comprennent, que ce soit des enseignants, un référent, un spécialiste, l'orthophoniste, l'orthopédagogue, un neuropsy. Effectivement, c'est très, très important d'avoir cet entourage-là qui a cette capacité à nous comprendre et qui fait aussi en sorte qu'on sait que notre entourage voit notre potentiel et qu'on est capable d'avancer en se sentant compris. Mais le livre, vous parlez des spécialistes, justement, dans le livre que j'ai écrit. Alors, c'est un témoignage de vie, hein, rien de plus. Hein, je n'ai pas la prétention de soigner les gens, ça je l'explique très clairement. C'est juste les témoignages de ma vie, de mes difficultés. Mais il y a aussi des témoignages de spécialistes, hein, comme l'assistante sociale qui m'a accompagné, comme ma psychologue qui m'a accompagné, comme la neuropsy qui m'a accompagné. Donc, il y a le témoignage de professionnels euh, sur ma particularité. Et j'ai aussi le témoignage de personnes avec qui j'ai travaillé, que ce soit en usine, que ce soit au niveau professionnel rugbystique, où j'ai aussi le capitaine de l'équipe de rugby quand je jouais au rugby et qui explique que nous, à notre époque, on regardait les gens pas par rapport à leur disque, mais on regardait les gens par rapport à leur valeur humaine et ce qu'ils étaient, tout simplement, quoi. Et voilà. Et donc, c'est le regroupement de tous ces témoignages aussi qui est important par rapport à ça, quoi. Parce que ça amène et ça amène et ça confirme justement les propos que je peux tenir, moi, dans le livre. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Jean-Claude, de nous avoir fait part d'abord de ce parcours, de comment vous vivez la dyspraxie et puis aussi de votre souhait à sensibiliser la population à mieux comprendre ce que ça en est. Et s'il y a un message à retenir aujourd'hui de cet épisode, moi, en tout cas, ce que je retiens, c'est de se dire que c'est une personne qui a des difficultés au quotidien, mais que ce n'est pas de l'ordre d'une personne handicapée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je me considère pas comme handicapé différent, ouais, quel titre de mon livre. Mais voilà. Ouais, ce que je peux rajouter, c'est que je suis en réflexion pour faire un deuxième livre, un livre pour enfants, pour expliquer aux enfants ce qu'est la dyspraxie. C'est voilà, le livre est quasiment dans ma tête, il est fini. Maintenant, il va y avoir quelques petits chose à régler, faut que j'ai trouvé un illustrateur parce que ça sera à base d'illustration, voilà, et que je dirais avec le temps peut-être que je suis ce que je suis grâce à la dyspraxie et que pour moi c'est une valeur ajoutée et ça j'en ai pris conscience et si ce podcast pouvait amener à faire prendre conscience aux gens que la dys est une différence, oui, c'est une réalité, mais que ça peut être une force et qu'il faut le vivre comme une force
eh ben, si j'arrive à faire toucher une ou deux personnes, ça serait fabuleux. Voilà. Exactement, parce que c'est ce qui vous a amené à ce parcours-là, parce que vous avez probablement développé toute votre persévérance, votre force à l'oral, vous avez développé d'autres éléments qui ont compensé et qui font qu'aujourd'hui, vous êtes vous et que probablement que si je vous posais la question demain matin, on vous dit avec ou sans dyspraxie, je pense que la réponse serait avec. Mais bien sûr, parce que je me rends compte que je ne fonctionne vraiment pas comme les autres. Et ça, j'en ai pris conscience, c'est vraiment une force, quoi. Et vendredi dernier, j'étais euh, devant des entrepreneurs par rapport au club de rugby de Villers. Et, et j'ai expliqué, les gens m'ont regardé et tous hein, nous disaient, mais c'est fabuleux comment vous le présentez. Et oui, maintenant, je veux que justement, on sorte de cette éducation négative face à nos différences pour en faire quelque chose de positif. Et on a tous quelque chose de positif à retirer dans la vie. Voilà. Tout à fait. Et c'est ça qui est tellement malheureux dans notre parcours scolaire, étant donné qu'on est en très grande majorité évalué sur notre capacité en lecture, en écriture, à compter, à faire les bons chiffres, les placer aux bons endroits. On est constamment mis face à nos échecs, constamment mis à un moment où on n'est pas en position d'être en réussite, alors que cette personne-là a plein d'autres forces, comme vous dites, toute cette créativité-là, l'imagination, et que c'est très, très peu valorisé. Tout à fait. Donc, il faut que les parents, que les enseignants qui nous écoutent aujourd'hui puissent voir ça dans nos élèves. Tous nos élèves qui ont des troubles 10, ils ont tous un potentiel et c'est important de le faire ressortir dans notre classe pour que cet enfant-là sente que cette différence qu'il a soit une plus-value pour lui et pour son entourage. C'est tout à fait ça. Et il faut positiver face à nos différences. Il faut valoriser nos différences. Et penser autrement ne veut pas dire penser bêtement. Non, ça veut dire avoir un autre regard, avoir une autre approche. Et peut-être que on ne peut pas l'expliquer, mais le concret derrière montre que justement cette différence, c'est une force. Et que et oui, il faut garder une image positive et accompagner les enfants dans ce positif, dans ce côté positif des choses. Accompagner les enfants et les valoriser en permanence sur quoi ils sont forts. Et notre école et notre société, c'est pas que lié qu'à notre école, mais notre société veut en permanence nous faire rentrer, et nos sociétés même, je dirais, parce que c'est pas que la société française, c'est la société en général, veut nous faire rentrer en permanence dans des cases. Et nous, on n'est pas dans ces cases-là, dans la réflexion mentale. Nous, on est ailleurs. Et donc, laissez-nous cette liberté d'être ailleurs. Tout à fait. Merci, Jean-Claude. Merci de votre partage généreux, de ces explications, de votre implication à avoir rédigé un livre. Dans la description, on insérera le lien pour aller télécharger, pour aller acheter, faire l'achat de votre livre. Et n'hésitez pas si vous avez des questions pour contacter l'équipe d'ADR, contacter M. Jean-Claude Petit qui a cette volonté de faire bouger cette réflexion par rapport aux troubles d'apprentissage. Merci à tous. C'était Eugénie d'ADR, l'orthopédagogie globe-trotteuse, toujours prête à vous aider à fleurir et à grandir par notre profession, partout où que vous soyez. À bientôt pour un nouvel épisode. Écrivez-nous pour nous raconter vos belles réussites. On a hâte de vous rencontrer.